Bonjour Diane. Eh bien, on est tout seul aujourd'hui. En effet. On est toujours tout seul parce que Vincent avait un problème familial, je crois, si j'ai bien compris. Ceci dit, on a eu d'autres collaborations qui sont rajoutées, puisque notre ami Eric nous a envoyé quelques questions. Exactement. Que vous allez lire aussi. Tout à fait. Voilà. Alors, commençons cet entretien. Pouvez-vous revenir sur les derniers attentats survenus en Belgique ? Bon, c'est le sujet de ma conférence de cet après-midi. Bon, on retrouve les mêmes incohérences, les mêmes choses douteuses, les mêmes impossibilités que dans la plupart des autres attentats qui ont précédé. Et c'est d'ailleurs pour ça que cet après-midi, je vais revenir sur ce problème de la stratégie, ce que j'appelle la stratégie de la terreur. Et donc, bon, vous en saurez plus après. Donc, je ne vais pas tout divulguer d'un seul coup. Très bien, on attend la conférence. Donc, tout simplement, j'insiste bien que tout ça fait partie d'une stratégie voulue de la terreur. D'accord. Alors, Patrick Caner a déclaré qu'il y avait en France une centaine de Molenbeek. Que dire de cette situation ? Qui est au pouvoir depuis des années. Ils ne sont pas arrivés tout seuls, hein. Pas plus que l'immigration, ils n'arrivent pas à la nage. Hein. Les islamistes, ils n'arrivent pas tout seuls. Hein. Et justement, quand M. Valls, Cazeneuve et compagnie disent oui, il faut s'attendre à des années pour en arriver à bout, etc., etc. Ah oui, surtout quand on laisse les portes de l'immigration, invasion, grande ouverte, hein, parce qu'après tout, ils arrivent avec toute cette immigration-invasion. S'ils étaient réellement honnêtes, ils ne commenceraient par supprimer ce flux constant qui nous envoie pour nous submerger, parce que ce sont eux qui veulent nous submerger. Les islamistes, ce n'est qu'un prétexte. Les véritables responsables, ce sont nos gouvernants, les États-Unis et Israël. Les autres ne sont que des éléments, des hommes de main, c'est tout. Que vous inspire Manuel Valls lorsqu'il annonce que le salafisme est en train de gagner la bataille de l'islam en France ? Même réponse que précédemment. Quant à votre Patrick Caner, hein, je ferai remarquer que Caner, c'est Cannes. Besoin d'un petit dessin ? Non. Bon, d'accord. Le projet d'un centre pour migrants entraîne la colère des habitants du 16e arrondissement de Paris. Cette infrastructure devrait voir le jour au Bois de Boulogne. Oui. C'est normalement classé. Oui. Et bon, écoutez, ça appelle deux commentaires. Premièrement, j'avoue que les bobos du coin n'apprécient pas qu'on leur mette l'immigration sous le nez. Il serait temps qu'ils comprennent. Et d'un autre côté, le scandale de cette affaire-là, c'est qu'on a commencé par nous annoncer que ce centre était fait pour les SDF. Tout à fait. Donc des bons petits Français. C'est pas du tout ça. C'est pour les migrants. Mensonge. Donc là encore, mensonge sur mensonge sur mensonge. Jacques Attali évoque la nécessité de créer une police et une justice internationale, notamment suite à l'affaire des Panama Papers. Avez-vous un commentaire sur ce sujet ? Évidemment, c'est le programme mondialiste. Et pas de police nationale, pas de responsabilité nationale, tout ça mélangé dans le grand melting pot du mondialisme. C'est la dictature mondiale qu'il cherche à imposer. C'est toujours la même chose, toujours parler avec les mêmes. Donc on ne peut pas nier le complot mondialiste quand on entend parler Jacques Attali. Ça me semble évident, mais c'est évident. Il n'y a que vraiment des ignares pas possibles ou des complices qui osent dire encore qu'il n'y a pas de complot. Et c'est pour ça que je dérange tellement. C'est que dans nos milieux, je pointe du doigt un certain nombre d'individus qui continuent à dire qu'il n'y a pas de complot. C'est tout de même invraisemblable. Alors qu'ils nous explosent au nez tous les jours. Quand je dis explose, c'est le cas de le dire. Que pensez-vous du changement de nom des régions ? Là encore, on veut supprimer le substrat régional, le terroir, etc. En mélangeant tout. On change les morceaux, on les disperse, on les regroupe, ceci et cela. Le bazar, mais invraisemblable, du choix des noms pour ces nouvelles régions. Mais c'est à mourir de rire ou à hurler de rage. Par exemple, donc le Grand Est pour Champagne-Ardenne, Lorraine, Picardie, Champagne-Lorraine, Alsace. Hauts-de-France pour Nord-Pas-de-Calais. En France, oui.
Et aussi, Haut de Vichy aussi. et On du en coup, connaît. pour PACA, il pense peut-être s'appeler Bas de France. Ah bah ça va faire plaisir aux gens de la région. Non, non, Ah, mais vaut mieux en rire, oui. c'est délirant. Alors, quelle est la part de bêtise, quelle est la part de saloperie de la part de ceux qui nous imposent ça? Je laisse le choix à ceux qui nous écoutent. Très bien. Pour manifester contre la loi travail, le collectif Nuit debout veille place de la République. Quel est votre avis sur cette nouvelle forme de contestation? Bah, c'est anarchiste, c'est gauchiste, tout simplement. C'est même pas communiste. Les communistes sont beaucoup plus rigoureux dans leur combat. Et je ferais presque un parallèle avec la guerre civile d'Espagne. La guerre civile d'Espagne, au départ, ça a été une guerre anarchiste, rouge, pas tellement communiste. Très curieux. On n'est pas suffisamment penché sur ce problème-là. Et en fait, le problème qui va justement avec cette déstabilisation mondiale d'origine juive, c'est cet aspect anarchique qui est porté par les juifs. Donc, Le premier anarchiste de l'époque moderne, c'était Trotsky. Et il est toujours intéressant de voir que le Parti communiste a toujours été hostile à cette forme de contestation anarchique. très bien. D'ailleurs, petite information, la demande d'occupation de la place de la République, le 31 mars, a été passée par l'organisation altermondialiste ATTAC et l'association Droit au logement. Oui, bien entendu. C'est cette fermentation anarchiste, gauchiste, on n'en sort pas, et c'est mai 68 qui ressurgit avec de multiples nouvelles boutures, etc. Ils ont envie d'un nouveau mai 68. Et donc, à vos yeux, le communisme a meilleure image Ça, c'est très que curieux. l'anarchisme. C'est très curieux parce qu'ils sont. Je dois dire que dans le communisme, il y a des choses qui ne sont pas sans intérêt, notamment sur le problème de justice sociale, mais le problème, c'est que leurs solutions ne sont pas bonnes. C'est ça le problème. Mais ils ont une notion de l'ordre que l'anarchie n'a pas. Même si c'est un ordre qui est oppressant. C'est ça. Alors, faire une analyse juste des méfaits du capitalisme, ça, tout à fait d'accord. Le problème, c'est que les solutions qu'ils proposent ne sont pas bonnes. Le marxisme, qui dit marxisme d'ailleurs, dit juif encore en plus de ça. Et il n'apporte pas les bonnes solutions à la critique juste qu'ils ont fait des effets du capitalisme. Très bien, entendu. Emmanuel Macron lance son parti En Marche, qui se veut ni de droite ni de gauche. Mais c'est ça, alors là, Enfin, ils ne savent plus quoi faire. Ils voient que les Français sont dégoûtés de tous ces partis institutionnels et ils sont en train d'essayer de nous vendre une nouvelle camelote. Donc, on bazarde les vieux, soi-disant vieux, on va faire du nouveau. Donc, en marche, le mouvement, c'est bien. Alors, côté gauche, c'est Macron qui sort. Alors Macron, c'est qui? C'est un homme de la banque Rothschild. Et je voudrais tout de même rappeler une chose, c'est que le problème de la dette française, actuellement, dépend de la loi scélérate de 1973, qu'on a appelée la loi Rothschild, Pompidou, Giscard, qui faisait que l'État ne pouvait plus emprunter sans intérêt à la Banque de France, mais était obligé de passer par les banques privées. C'est-à-dire qui? Rothschild et compagnie. Oui, La haute banque internationale, supranationale, etc. c'était le début Donc de voilà, l'asservissement, donc Macron, du pays. il a peut-être une bouille plus sympathique que celle de Valls. De toute façon, c'est toujours les mêmes qui sont derrière, qui tirent les ficelles. Ces gens ne sont que des pantins. Ils servent à tromper le bon peuple qui croit qu'enfin il va avoir une solution à ses problèmes. Et on le promène. Alors, côté de la droite, l'autre élément nouveau, entre guillemets, c'est ce bellâtre attardé de Bruno Le Maire, dont on connaît un petit peu les rapports à travers différentes structures mondialistes, avec George Soros. Ah bon, il a un lien avec Georges Oui. Soros, Oui. Alors voilà, c'est du nouveau ça.
Lequel de lien? Enfin, qu'est-ce qui le relie C'est une structure, je ne me rappelle pas le nom de cette structure-là. Je le publierai d'ailleurs dans le prochain numéro de la politique. Ce sont des liens que j'ai reçus, qui sont bien documentés. Et on voit très bien qu'il fait partie de cette structure-là. Donc, si les médias nous sortent périodiquement un certain nombre d'individus pour donner à croire qu'il va y avoir du nouveau, mais le problème, c'est que les têtes sont peut-être nouvelles, mais ce qu'il y a derrière eux, c'est toujours la même chose. Ça tombe bien que vous parliez de ça. Ma prochaine question concerne Jacques Cheminade, qui a annoncé sa candidature au présidentiel en 2017. Quel est votre avis sur cette Jacques Cheminade aussi, il a des positions assez étranges, quelque peu mondialistes apparemment. Pour lui, il n'y a pas de complot, que je sache, non plus, encore un. Et puis alors, cette candidature, comme c'est curieux, elle se rajoute à celle d'un certain Henri de Lesquen, le citoyen Lesquen. En plus de ça, on ne sait même pas s'il est de Lesquen ou pas, parce que l'histoire du blason, on commence à se poser des questions. Donc Cheminade, Lesquen, Asselineau, Dupont-Aignan, j'en oublie un encore, il y en a 4 ou 5. Quelle va être leur utilité? Ils n'ont aucune chance. Leur utilité, ça va être d'enlever des voix à Marine Le Pen pour l'empêcher d'être au deuxième tour. C'est la hantise de tout le système qui gouverne en sous-main d'empêcher qu'elle arrive. C'est tout. Je ne dis pas que qu'elle sera la panacée universelle, mais quand je vois la panique du système par rapport à elle et à son action, je me dis que pour eux, elle représente un danger. Et alors, on me dit, ah oui, quand même, elle, c'est la dédiabolisation, etc. Mais dédiabolisation, le premier à le faire, ça a été Le Pen, son père. Hein? Exactement la même chose. Je ne vois pas pourquoi on lui reproche ça, Rivarol notamment, alors qu'on admet la même chose de la part de Le Pen, qui en plus de ça n'en rate aucune, en revenant constamment sur son détail, qui n'est pas un détail, puis c'est le point central de l'affaire, pour essayer de torpiller le travail de sa fille. Et la grande différence entre le père et la fille, c'est que le père n'a jamais voulu arriver au pouvoir, alors qu'elle, elle veut mordre. Nicolas Sarkozy veut faire cesser l'emprise idéologique qui règne sur l'école. De quelle idéologie parle-t-il et pourquoi cet effet d'annonce? Le petit Sarkozy qui est un... Quand on voit sa tête, pour pas dire sa gueule, à la télévision, on a vraiment l'impression du traître de comédie, du menteur de comédie. Il n'y a que vraiment des gens attardés qui peuvent encore croire à ce qu'il raconte. Alors dire qu'il ne veut pas de l'emprise idéologique sur l'école, bon, premièrement, il se réfère par contre à l'enseignement de la République. Je crois que c'est déjà une fameuse empreinte. Et puis, est-ce que ce n'est pas un certain Sarkozy qui, avec son ministre de l'Éducation nationale, je ne sais plus comment il s'appelle déjà, à l'époque, à la rentrée 2010, avait imposé l'enseignement de l'homosexualité dans les écoles? Si, c'est pas une intervention, ça, justement, idéologique. Du pouvoir, idéologique du pouvoir sur l'école? Et à la rentrée 2011, c'était quoi? C'était la théorie du genre. C'était pas les socialistes. Mais non, c'était M. Sarkozy, l'élu des bien-pensants. Alors il peut toujours venir se gargariser. J'ai le numéro d'ailleurs, c'est amusant parce que je préparais ce truc-là pour le prochain numéro de la politique. Nicolas Sarkozy met fin à l'emprise idéologique sur l'école. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Toute son action a été de détruire pan par pan l'héritage catholique de la France. Et il y a encore des bien-pensants qui disent « Ah oui, cette fois-ci, il a compris ». Alors, concernant nos milieux, que pensez-vous de la création du mouvement Jeanne au secours, récemment créé par Jean-Marie Le Pen? Il manque pas d'air celui-là. Mais c'est toujours la même chose. Après avoir prétendu « Je suis le seul héritier de De Gaulle » ou du gaullisme, maintenant il va nous jouer la sérénade « Je suis le seul héritier de Jeanne ». Non mais écoutez, il faut être sérieux quand même. Il faut être sérieux.
Cet homme est un menteur. Certains s'étonnent et regrettent de ne pas voir votre nom parmi les invités au banquet des 65 ans de Rivarol. Quelle en est la raison? Ah, la raison, c'est que je suis un méchant, vilain petit canard. Alors, Bourbon, donc il faut remettre les choses dans le contexte. Bourbon avait commencé par m'inviter. Je voudrais tout de même faire un petit rappel. C'est que curieusement, alors que ma conférence de cet après-midi était prévue depuis 1 an, puisqu'on réserve la salle depuis 1 an auparavant, je ne sais pas comment il a réussi à coller son banquet à la même date. Bon, curieux. Coïncidence. Oui, coïncidence, certainement. Bon, premièrement. Alors, revenons au point central du sujet. Il commence par m'inviter. Bon, pourquoi pas? Why not, comme disent les Anglais. Et quand je lui demande est-ce que j'aurai un temps de parole comme les 2 fois précédentes, ah bien non, ce ne sera pas possible parce qu'on a beaucoup d'intervenants. Ah oui, par exemple Le Pen, par exemple Lesquin, etc., etc. Hein. Mais moi, non. Pourquoi? Hein? Évidemment, il ne m'a pas répondu, mais évidemment, il sait très bien que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, et je le dis sans embâche. C'est pour ça que je dis, pour eux, je suis le méchant, vilain petit canard qui n'hésite pas à dire les choses carrément, chirurgicalement. Et ça, ils n'acceptent pas, ça les dérange, parce qu'il y a des intérêts financiers derrière. Alors, ce qu'il y a de dérangeant tout de même dans l'histoire, je me fiche pas mal de ce qui me concerne moi, mais trouvez-vous normal qu'un Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, que messieurs Sidos, Benedetti, Gandillon éventuellement, on verra comment ils se comportent, qui tous se disent nationalistes. Ah bon? Monsieur Bourbon, s'affichant encore plus comme étant cédé-vacantiste, donne la part belle à ce genre d'individus qui ne représentent en rien le nationalisme. Et je vais citer une des dernières perles du citoyen Lesquin, à Radio Courtoisie, qu'on m'a communiqué dernièrement, mais c'est renversant. Il se réjouissait que la Révolution ait aboli les corporations, en se frottant les mains que ça avait cassé le mouvement syndical. Donc ce crétin, non seulement est douteux de par tous ses contacts et tout ce qu'il affirme sur Radio Courtoisie, mais il ne sait même pas la différence entre ce qu'étaient les corporations et le syndicalisme. Les corporations, c'était le contraire du syndicalisme. Donc chez cet individu qui se la joue de la haute, et là je voudrais bien savoir ce qu'il y a derrière, parce que l'histoire du blason, je reviens dessus, c'est pas normal, vous savez de quoi je parle. Hein. Comment se fait-il qu'après l'article de mon collaborateur Pascal Henriot, sur base de renseignements de quelqu'un, d'un héraldiste, qui nous avait signalé que le blason de Lesquin affiché sur Wikipédia à la rubrique Lesquin ne correspondait à aucun des blasons connus des différentes branches des familles Lesquin. D'où sort ce blason? D'où sort Monsieur Henri de Lesquin? Donc voilà l'individu qui joue par sa morgue au grand aristo, mais qui est finalement un révolutionnaire par ses déclarations. Évidemment, il faut tout de même rappeler sa fameuse déclaration que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 est l'acte de baptême de la nation française. Et ce serait ça du nationalisme pour messieurs Bourbon, Sidos, Benedetti, Gandillon et autres? Sérieux? D'ailleurs, question supplémentaire, pour en revenir sur le syndicalisme, les syndicats ont forcément besoin de ce conflit entre le patronat et la masse ouvrière. Mais bien entendu, c'est la lutte des classes, ils en ont besoin. Aussi bien les marxistes que les libéraux. Les libéraux, celui qui paye les pots cassés de l'enjeu de la dispute apparente entre les deux, parce qu'en fait ce sont les deux faces d'un même matérialisme, c'est le monde du travail. Pourquoi est-ce que pas plutôt arrivé au pouvoir,
l'une des premières décisions de la Révolution triomphante a été d'abolir les corporations. Loi d'Isaac Le Chapelier. En plus de ça, Lesquin, dans son topo à Radio Classique, tout dernièrement, parlait de la loi Le Chapelier. Il se gardait bien de dire la loi d'Isaac Le Chapelier. Bien entendu. Et c'était non seulement l'interdiction de cette structure, qui était une structure affinée par les ans. Vous parlez des corporations. Des corporations, qui affinaient justement les rapports entre les différentes corporations par rapport au bien commun. Parce que les syndicats ne font pas, les syndicats ne font que défendre une classe. Donc tout était réglé de façon à ce que... Adapté justement. Et c'est ça ce que la Révolution a voulu décrire. Et non seulement, on aurait pu se dire, bon, on arrive à l'époque moderne, l'industrialisation, etc., etc. Bon, d'accord. Mais avec l'interdiction des corporations, il y avait l'interdiction de reconstituer toute autre structure de défense du monde du travail. Ce qui veut dire une chose toute simple, c'est que c'était livrer le monde du travail à l'époque devant le capitalisme naissant, y compris apatride. Parce que, après tout, qui a financé la Révolution française sinon la finance juive ? Les marchands. Les marchands, et puis ces individus qui étaient qui prenaient une part active à la Révolution. Rappelez-vous les noms de Weishaupt et compagnie. Voilà. Donc tout est là, et quand on voit un Lesquin qui profère ce genre d'énormité, et c'est lui qui est invité comme hôte d'honneur de messieurs Bourbon, Benedetti, Sidos et compagnie. Cherchez l'erreur. Voilà pourquoi je répète, je suis le méchant vilain canard, et ils auront des surprises. Très bien. Alors passons aux questions religieuses. Le pape ouvre la porte de la communion à certains divorcés remariés. Qu'en pensez-vous ? J'en pense qu'il y a un problème dans la cervelle de ce malheureux. C'est pas normal, parce que... Au nom de quoi va-t-il dire tel divorcé peut communier et pas l'autre ? C'est invraisemblable. C'est absolument invraisemblable. Le problème de l'Église catholique, c'est qu'elle représente une religion dogmatique. Il y a une règle. On peut y adhérer ou pas y adhérer. On n'est pas obligé d'adhérer au dogme, etc. Mais il y a un dogme. On ne peut pas à la fois être une religion dogmatique et à la fois être une religion évolutive. Parce qu'elle est en train de devenir depuis Vatican II. Bien avant d'ailleurs, parce que Vatican II n'a été qu'une des conclusions, un des aboutissements. Donc là, on est en pleine religion spectacle. Les derniers papes, et le seul qui ait un petit peu essayé de réagir, et finalement on l'a mis à la porte, c'est Benoît XVI, puisque je l'ai rappelé à l'époque dans la politique, et c'est aussi dans mon livre Tradition ou Révolution, Tradition ou Révolution. Et rappelez-vous, c'était au 1er janvier 2013, je crois, où on apprend que la Banque d'Italie menace le Vatican si Benoît XVI ne démissionne pas, sous prétexte de scandale financier. Toujours la même chose, hein. Panama Papers et compagnie, toujours la même chose. Il se donne toujours le beau rôle. Que la Banque d'Italie n'acceptera plus les transactions avec la Banque Vaticane. Et tout de suite après, on apprenait que Benoît XVI démissionnait. Comme c'est curieux. Alors, il faut tout de même se souvenir de ce qu'il avait dit au sujet des problèmes déjà de pédophilie dans l'Église, où il avait recommandé que déjà au séminaire, on dépiste les candidats ayant des tendances homosexuelles, de façon à ne pas les amener à la prêtrise. Donc c'était vraiment, là encore, un méchant vilain petit canard. Il était évidemment en partie tout de même moderniste, il était imprégné par ça, puisque
Ça a été la formation depuis au moins après Pie X, même Pie XII, dont on nous chante les louanges, il y avait tout de même certaines évolutions, puisqu'il ne rêvait que de la Société des Nations à l'époque. Et donc voilà, on est devant une église qui, soit parce qu'elle est tenue financièrement pour une raison ou pour une autre, ou par d'autres scandales, pas exclu du tout, est obligée de lâcher du lest, de faire semblant. Alors, est-ce qu'ils le font pour faire semblant, ou bien est-ce qu'ils en sont réellement convaincus? Tout ce que je constate, c'est qu'avec ce pape François, il y a un coup d'accélérateur, c'est du n'importe quoi. Et alors, curieusement, j'ai eu un écho que le pape François serait fils de divorcé, ce qui expliquerait sa prise de position. En effet. J'attends d'en avoir confirmation, mais c'est curieux, c'est une piste, en tout cas intellectuelle, de compréhension de sa position. Alors, il a beau, semble-t-il, avoir lâché du lest sur ce problème-là, mais dans le Figaro, le journal des bien-pensants, encore un, tiens, on lui reproche de ne pas avoir évolué aussi sur le problème des homosexuels. Voilà. Donc il n'y en aura jamais assez. Hein? On prend ça, et tout y passe. Voilà, on en est là. Alors, je ne deviens pas pour autant ce vacantiste, contrairement à certains Jérôme Bourbon. J'estime que, l'histoire de l'Église n'a pas été un long fleuve tranquille, qu'il y a eu des hauts et des bas, et que ceux qui croient que c'est la fin du monde aujourd'hui parce que les papes prennent des positions invraisemblables ne connaissent pas l'histoire de l'Église, et que c'est un mauvais moment à passer, et puis après tout, le Christ a bien dit que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre son Église. Alors, on croit à ce qu'a dit le Christ, ou on n'y croit pas. Voilà ce que sont les débats-conquistes. Que penser de l'expression « l'invasion arabe » utilisée par le pape François au sujet de l'immigration soudaine et massive en Europe? Là aussi, c'est une erreur. Elle n'est pas arabe, elle est musulmane. Pas la même chose. Oui, parce Tous les Arabes il y a des Arabes chrétiens, catholiques. Ben oui, exactement. C'est du n'importe quoi, là encore. On a l'impression qu'avec certains papes, le summum, ça a été Jean-Paul II à compter ça, non, c'est la politique spectacle. Il faut qu'on parle d'eux, etc. Et pour qu'on parle d'eux, effectivement, c'est en donnant des petits signes qui vont plaire aux médias. S'ils donnaient des choses rappelant la doctrine pure et dure, etc., il y aurait un petit mouvement d'exaspération dans les médias, mais on se garderait bien de transmettre les recommandations du pape sur la ligne qu'il faut respecter. Ouais. On perçoit également une volonté de réformer l'islam. Peut-on faire un parallèle avec le catholicisme et le changement opéré par Vatican II? Alors là, je ne vois pas en quoi on peut parler de aggiornamento de l'islam. Franchement, je ne vois pas. Tout ce que je vois, moi, à propos de l'islam, c'est une guerre de religion terrible entre la faction sunnite Chiite. Oui, sunnite et l'autre, wahhabis, justement, contre le chiisme. Contre le chiisme qui est un islam, je dirais, normal, qui respecte les autres religions. Regardez par exemple en Syrie, c'est le régime alawite, qui est une branche du chiisme, est tout à fait respectueux de la religion catholique. Et d'ailleurs, les évêques syriens sont tout à fait pour Bachar el-Assad. Or, qui est contre Bachar el-Assad? Tous les sunnites, wahhabistes et compagnie, l'Amérique sioniste, la Turquie, Israël bien entendu, mais en sous-main. Donc voilà, je ne vois pas de Vatican II dans l'islam. L'islam est multiple, et c'est un petit peu la querelle des catholiques et des protestants. D'ailleurs, passons aux questions à l'international. Avez-vous un commentaire à faire sur le dernier scandale mondial d'évasion fiscale appelé Panama Papers?
C'est très intéressant parce que là encore, ça montre à quel point cet Amérique sioniste ne sait pas comment se dépêtrer de Poutine. Parce que si vous avez vu les premiers titres, et ça continue d'ailleurs, et à propos de ces Panama Papers, les 2 premiers noms qui sont sortis, Poutine impliqué, le Front National impliqué. Des proches de Poutine, je crois. Proches de Poutine, oui. Évidemment. Bon. Alors, qu'en est-il? Premièrement, Panama, c'est une colonie américaine. Deuxièmement, quand on voit quels sont les noms cités dans ces Panama Papers, c'est curieux, il n'y a pas un seul nom d'Américain. Alors j'ai peut-être une explication. Attendez. Pas un seul nom, à moins que je ne l'ai pas vu, la moindre structure ou homme politique américain, donc structure américaine ou homme politique américain de citer là-dedans. Donc vraiment, l'Amérique est... Elle est propre, c'est magnifique. Bon. Et puis ce que l'on apprend aussi, c'est que derrière cette affaire de Panama Papers, il y a la CIA, une fois de plus, et il y a George Soros. Toujours la même chose. Je ne dirais pas à qui profite le crime, mais à qui profite l'imputation. Alors, dommage collatéral, et ça, ils n'y avaient peut-être pas pensé, c'est que le malheureux David Cameron, de même ascendance que notre... George Soros? Non. Oui, George Soros, mais surtout parce que Soros, lui, c'est impur, si tu peux se dire, de pure souche, mais c'est Sarkozy et Valls. Tabaran. D'accord. Tabaran. Et qui commence par nier qu'il n'ait jamais rien eu à faire avec Panama et le truc de placement, et qui avait été obligé finalement d'admettre que oui, son papa et que lui aussi avait des parts. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des dommages collatéraux qui n'étaient pas prévus. Alors, vous voulez dire quelque chose? Oui, au sujet de l'absence de nom d'Américains, apparemment, ils auraient la possibilité de créer des sociétés écrans dans certains États des États-Unis, notamment le Delaware. Oui. Ils n'ont pas besoin d'aller au Panama, finalement. Mais bien entendu, ils ont toutes les possibilités. Comme ce sont eux qui tiennent l'information, vous pensez bien qu'il n'y aura pas de fuite de ce côté-là. C'est magnifique. Alors, ce qui est intéressant aussi d'enregistrer, c'est que Poutine, quand on le cherche, on le trouve, et pas plutôt la mise en cause des proches de Poutine qu'il a dit qu'il déclassifiait un certain nombre de renseignements et qu'il rendait public le nom d'un certain nombre d'individus à certaines époques de l'histoire récente. Qui est Poutine. Poutine. Et dans la foulée, il crée une garde nationale qui était chargée de surveiller justement les agissements de toutes les ONG qui cherchent à déstabiliser en Russie. C'est la réponse du berger à la bergère. Tout à fait. Oui. Document. Alors, remarquable Poutine. Et alors, quand je vois justement un certain nombre d'individus du type Hillard continuer à taper à bras raccourcis sur Poutine, je me dis, mais vraiment, est-ce qu'il est bouché à ce point-là? Ou bien est-ce qu'il est tenu? Il est payé pour ça, ou c'est quoi? Curieux. La présidente brésilienne Dilma Rousseff est menacée de destitution pour maquillage de comptes publics. Quelle analyse en faites-vous? Alors, je n'en sais rien. La seule observation que je peux faire, d'abord, ceux qui l'accusent, il faudrait bien de regarder dans leur culotte. Et je ferai simplement cette observation, c'est que le Brésil fait partie des BRICS. Et à ce titre, donc, fait partie de ce système qui travaille avec la Russie, puisque la Russie en fait partie, dont les échanges commerciaux ne se font plus en dollars. Donc c'est un ennemi à abattre. C'est encore un vilain petit canard qui ne joue pas le jeu américano-sioniste. Alors qu'il soit blanc comme neige, je n'en sais rien, mais ceux qui lancent la PR, je répéterai très trivialement qu'ils regardent dans leur culotte. La Russie et la Chine achètent de l'or par tonne, tandis que l'Allemagne rapatrie son stock d'or. Pourquoi, selon vous, de telles mesures? Ça rejoint un petit peu ce que je disais justement sur l'histoire des BRICS. C'est que
dans la mesure où de plus en plus de pays vont, sous l'impulsion de la Russie, faire des échanges commerciaux hors dollar, on va vers une crise économique carabinée. Et qui est-ce qui tiendra le bout à ce moment-là? Ça sera l'or. Prennent leurs précautions. Prennent leurs précautions. C'est pas uniquement par goût de l'éclat de l'or, comme l'usurier, etc. C'est parce qu'ils savent très bien que tôt ou tard, alors les bulles financières de 1998, etc., ou non, pardon, que je raconte de 2008 et compagnie, ça va être de la petite bière. C'est tout le système financier mondial qui risque de s'effondrer. Et ils prennent leurs précautions. J'aimerais savoir si la France de messieurs Sarkozy-Valls a la même préoccupation de rapatrier nos stocks d'or. D'abord, y en a-t-il encore? Que pensez-vous de la volonté d'Erdogan de déchoir de la nationalité turque les partisans du PKK? C'est une idiotie. C'est une idiotie parce que ça va pousser les Kurdes à créer un État national, ce qu'ils désirent d'ailleurs, aux grandes dames d'ailleurs de tous les pays autour, de ce qu'on appelle le Kurdistan. Donc ça touche la Turquie, ça touche l'Iran, ça touche la Syrie, et même peut-être la Russie, j'en suis pas absolument sûr. Donc il y a une tentation d'indépendance des Kurdes, ça c'est certain. Et vous pensez qu'Erdogan n'a pas réfléchi à cette conséquence en menaçant d'échanger? Je crois qu'il ne sait pas très bien que faire parce que, incontestablement, il est sur la sellette avec les Kurdes. D'une part, les Kurdes sont tout de même une minorité assez importante en Turquie. Les Kurdes font partie des troupes qui combattent l'État islamique soutenu par la Turquie et Israël. Et donc il est évident que pour lui, les Kurdes, c'est un ennemi à abattre. Alors, je pense que c'est un effet d'annonce, une gesticulation pour donner l'impression qu'il fait quelque chose, parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. D'accord. Parce que je vois pas qu'est-ce que ça va lui apporter de plus. Des choix de la nationalité, ils sont là, ou alors il va les mettre dehors. Cette histoire va être sanglante. Il n'en est pas sorti. Qu'est-ce que la reconquête de Palmyre signifie sur le plan stratégique et quelles conséquences peut-on en attendre? Alors, c'est une victoire évidemment de Bachar el-Assad et de Vladimir Poutine qui a très bien soutenu très efficacement le régime de Bachar el-Assad et qui a démontré par la même occasion que les soi-disant frappes américaines et alliées, dont celle de la France, contre l'État islamique, c'était de la poudre aux yeux. Parce que comment se fait-il que depuis 2 ans que les Américains et ses alliés, dont la France, bombardent soi-disant les populations de l'État islamique, ils ne soient pas arrivés à ce que la Russie a réussi à faire en quelques mois. Ou alors ils ne bombardaient pas les mêmes cibles. C'était les cibles de Bachar el-Assad. Ou dans le désert. Oui, dans le désert. Non, là encore, c'est de la poudre aux yeux. Donc, incontestablement, c'est un triomphe, et apparemment, Raqqa est tombé aussi, je crois, et maintenant, ça va être le tour d'Alep d'être donc petit à petit. Et alors, pourquoi croyez-vous qu'on nous parle maintenant de l'implantation de l'État islamique en Libye? Ils se déportent. C'est le transfert. Ils fuient justement leur mise à la porte par Bachar el-Assad et par la Russie du terrain d'opération syrien et irakien, et ils vont aller mettre le désordre en Libye, et donc à nos portes, encore plus. Et pendant ce temps-là, messieurs, on va commencer avec Sarkozy, ça continue de plus belle avec Valls, l'immigration continue. La porte ouverte. L'immigration, porte ouverte, et ensuite on viendra pleurnicher sur les attentats, etc. Si les peuples savaient par qui ils sont gouvernés, ce serait la révolution dans la minute. Mais ils ne le savent pas. Malheureusement.
Quoique, les Néerlandais ont voté à plus de 60% contre l'accord d'association qui prévoyait une zone de libre-échange entre l'Union européenne et l'Ukraine. Comment interprétez-vous ce résultat et ses conséquences ? Je crois que les Hollandais, pour ne pas dire les Hollandais, sont des gens pragmatiques. Ils ont très bien compris que l'Ukraine, issue de la révolution de Maïdan, avec ce pitre de Porochenko, c'est l'anarchie totale et intégrale. Qu'en plus de ça, le commerce avec la Russie serait sans doute plus profitable. Les Hollandais sont des marchands, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas des idéologues comme ces crétins de français qui nous occupent, ou soi-disant français. Donc moi je pense que c'est ça, pour le bon peuple hollandais, dit non, la Hongrie pour l'Ukraine de Porochenko, on n'en veut pas, mais commercer avec les Russies, oui, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant au point de vue financier. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Ils sont pragmatiques. Ils sont pas idiots. Ils sont pas idiots, ils voient leurs intérêts, point à la ligne. En Israël, un député veut séparer les Juifs et les Arabes dans les maternités. Avez-vous un commentaire ? Oui, un commentaire que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, je crois, lors du dernier entretien ou conférence, je ne sais plus, où j'avais dit que le peuple israélien, enfin que les Juifs, c'était le peuple le plus raciste au monde. Voilà. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Imaginez qu'en France, on dise qu'il faut séparer, les musulmans ne seraient pas contre, séparer dans les maternités les catholiques, ce qui en reste, des musulmans. Vous imaginez, vous imaginez la révolution ? Voilà. Mais eux peuvent se le permettre. Eux peuvent se le permettre, et ça n'a pas soulevé la moindre émotion dans les médias, ça. D'ailleurs, on l'a quelque peu occulté, je crois, d'ailleurs, parce que j'ai pas vu ça souvent. Non, c'est vrai. Alors, passons à quelques questions de culture. Dans un dernier ouvrage collectif, Maria Poumier dénonce l'horreur de la GPA et accuse Israël d'en être le principal promoteur. Que pensez-vous de cette marchandisation de la vie humaine ? Alors, je serais curieux de savoir sur quelle base elle se base. J'aimerais avoir le lien. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec son analyse, parce que cette marchandisation de l'être humain, que ce soit le bébé dont on fait du fric, que ce soit la femme, le corps de la femme, avec toute la porno, tous les trucs comme ça, mais oui, c'est ce qui transpirait déjà dans les protocoles des sages de Sion, ce soi-disant faux. Tout est là, fric, 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 tout se fait au nom du fric. C'est l'aboutissement de la société marchande. C'est la société marchande. Tout se monnaie, tout s'achète. Question suivante. Qui est Paul Bourget, et pourquoi est-il oublié ? Alors là, il y a une petite histoire derrière cette question. C'est en discutant avec notre ami Eric l'autre jour. On parlait de différents auteurs, il parlait de Lavarande et de Maurice Barrès. Et j'ai répondu, écoutez, mon cher ami, pour moi ce sont deux romantiques qui savent très bien jouer du violon pour faire pleurer, mais moi j'en ai marre du romantisme de la défaite. Je préfère des gens beaucoup plus solides. Et je citais, entre autres, Paul Bourget. Alors Paul Bourget est un auteur du début du XXe siècle, que je compare d'ailleurs à Balzac, parce qu'il y a dans son œuvre, il y a deux aspects. Il y a l'aspect romanesque qui étudie très bien la société française du début du XXe siècle, mais surtout, il a, notamment dans ses volumes de pages de critique et d'histoire, des analyses très profondes sur la société. Et d'ailleurs, je rappelais à notre ami Eric que mon père l'avait beaucoup utilisé, d'un point de vue citation, dans son livre « Les doctrines du nationalisme », que j'espère pouvoir enfin rééditer cette année. Voilà. D'ailleurs, ma question suivante, pouvez-vous nous présenter les doctrines du nationalisme de votre père ? Alors, les doctrines du nationalisme, oui, effectivement, ça va devenir d'actualité, puisque je compte bien le publier cette année. Et mon père a fait une recension des principales têtes qui ont représenté le nationalisme en Europe. Alors il y a le volet français,
Il y a le volet italien, le volet allemand, et alors, volet français, bon, il y a Maurras, il y a Bourget, il y a Barrès, il y a le maréchal Pétain, et où il a donné un certain nombre de textes qui montraient bien, qui définissaient ce qu'est le nationalisme français. Dans mon livre Nationalisme français, j'ai traité le sujet de façon tout à fait différente d'ailleurs. Ceux qui ont les deux livres ont pu s'en rendre compte. Et puis alors, au point de vue volet étranger, il a beaucoup traité de la partie portugaise avec le président Salazar, puisqu'il l'a très très bien connu. Le volet espagnol avec Franco, mais pas simplement Franco, les prédécesseurs de Franco, notamment José Antonio Primo de Rivera, qui a été assassiné par les Rouges. Et puis d'autres, Onésimo Redondo, etc. Donc, qui montraient que, en fait, alors en Allemagne, Hitler, bien entendu, qui est, par certains côté un certain nationalisme, et par un autre, c'est un certain pan-germanisme, c'est très curieux. L'expérience hitlérienne est particulière, on aurait pu s'en passer. Ce qu'a voulu faire mon père à travers l'analyse de tous ces hommes dans ces différents pays européens, en Italie avec Mussolini par exemple, c'est de montrer comment ont émergé dans une société qui subissait les conséquences des mêmes principes destructeurs issus de la Révolution française, quelles étaient les solutions qu'ils adoptaient. Eh bien c'est remarquable, ils ont adopté quasiment tous les mêmes solutions. C'est commencé tout simplement par l'abolition de la maçonnerie. Et le retour aux corporations, que M. Henri de Lesquen se frottait les mains d'avoir vu abolies par la Révolution. C'est pour ça qu'un jour, alors, petit détail, petit rappel historique, c'était, je pense, dans les années 2001. Je m'entendais encore bien avec Serge de Beketch, et un jour, à la journée du livre de Radio Courtoisie, il me dit, tiens, Philippe, c'est là, dans ces milieux-là, on se tutoie tous les jours très rapidement, venez, je vais vous présenter Henri de Lesquen. Je savais déjà très bien qui était Henri de Lesquen. Il m'amène jusqu'à Henri de Lesquen, je regarde Henri de Lesquen et je lui dis, Monsieur de Lesquen, vous êtes un révolutionnaire. Et l'autre m'a regardé les yeux écarquillés, et voilà, et sa haine par rapport à moi, c'est ça. Il sait très bien que je l'ai ciblé depuis le début. Et j'étais le premier à soulever sa fameuse phrase sur les origines de la France, née des principes de 1789, etc. Et sa citation, dernièrement, à Radio Courtoisie, se réjouissant de l'abolition des corporations, fait de lui ce dont je l'avais traité, un révolutionnaire. Voilà. Donc deux solutions qu'on peut retenir, les corporations à remettre en place et la maçonnerie à abolir. Tout à fait. Si on veut remettre de l'ordre au point de vue monde du travail, il faut reconstituer les corporations en adaptant en fonction des problèmes industriels qui se sont développés par la suite. Ce n'est pas une structure figée, mais la solution de structure pour la défense du monde du travail, ça permet d'évacuer le problème des syndicats et de la lutte des classes. Et ça, sur le plan travail, sociétal, et sur le plan philosophique, acte fondamental, interdiction de la maçonnerie et toutes les sociétés secrètes. Et tous les lobbies, donc lobby juif, lobby maçonnique et compagnie. Si on veut, et rappelez-vous ma formule, sans justice sociale, pas de cohésion nationale, sans cohésion nationale, pas de nation forte. Tout est là. Et alors on peut s'agiter comme le font les Benedetti et compagnie, faire des manifs. D'ailleurs j'ai une photo qui m'a été envoyée de lui, c'est assez instructif et ça fait réfléchir. On le voit devant une rangée de gendarmes, je sais pas, force de l'ordre, je sais pas, vitupérants, etc., bras levés, s'agitant. Visiblement, il ne cherchait pas à l'arrêter. Donc apparemment, c'est quelqu'un qui est utile de par ses vociférations au système. Je n'en dis pas plus, je laisse ça à la réflexion de tout un chacun. On verra la suite, parce qu'il y aura certainement des suites.
Ultime question, pouvez-vous aujourd'hui le 9 avril, c'est le jour anniversaire de la fin de la guerre de sécession, pouvez-vous revenir sur cette période historique et ses conséquences? Ouais, intéressant. Intéressant et complexe. Parce que la guerre de sécession, ça a été une guerre de deux esclavagismes. L'esclavagisme industriel par le nord contre l'esclavagisme agricole au sud. Contrairement à certains dans le milieu, je ne vois pas d'un œil particulièrement sympathique les méthodes de travail dans le sud agricole des États-Unis. Ces malheureux noirs que l'on avait fait venir, un petit peu comme depuis Giscard et compagnie, grâce à la politique de décolonisation de Gaulle, faisant venir toute cette immigration arabo-musulmane, et noire aussi, pour avoir une main-d'œuvre bon marché. C'est ça ce qui s'est passé aux États-Unis, à la fois sur le plan agricole et à la fois sur le plan industriel dans le Nord. Mais le trafic humain, donc franchement, je les renvoie dos à dos. Et je voudrais rappeler au passage quand même que le Ku Klux Klan, farouchement anti-noir, raciste, qui est-ce qu'il a fondé? Un haut franc-maçon, Albert Pike, haut franc-maçon. Alors qu'on ne vienne pas nous faire pleurnicher sur les malheurs du Sud. La société a besoin d'être ordonnée, cohérente dans sa constitution raciale. Je n'ai rien contre les différentes races, mais chacun a sa place là d'où il est issu. C'est tout. Ce n'est pas du racisme, c'est de reconnaître qu'il y a des lois, que chacun doit être chez lui pour pouvoir vivre selon son atavisme, ses lois ancestrales, etc. On ne peut pas mélanger les choses. Est-ce que vous mélangez de l'huile et de l'eau? Ça fonctionne pas bien. Pas bien. Voilà. Très bien. Et tout, terminé. Merci Diane, merci et à merci à ceux qui ont collaboré aux questions. Merci.